aux questions de performance boursière. À présent, au quasi-terme de ce premier mois de l'année 2023, Bertrand Lamiel donc est avec nous pour ce tableau de bord des marchés, le directeur général de Ports en Par Gestion, je le rappelle. Bertrand, c'est ce que vous appelez une redistribution des cartes. Oui, clairement. On l'avait évoqué en novembre, où on voyait des choses qui se passaient. Rappelons-nous, à ce moment-là, on avait un CAC 40 qui était en train de revenir. L'Eurostoxx 50 était pareil. Se taper à la porte de la moyenne mobile 200 qui était baissière. Donc ce moment-là où on se dit tiens, est-ce que c'est un rallye comme on avait eu pendant l'été le bear market rally, voilà, qui avait fané. Et puis là, en regardant un peu plus profondément au-delà des 40 valeurs de l'indice, ce qui se passe sur les 1500 européennes, on s'est rendu compte qu'il y avait un secteur très cyclique, l'industrie, qui est un gros secteur en Europe, on est sur 12%, donc c'est un des très gros secteurs européens, qui est en train de faire des bonnes performances, notamment avec des gros noms comme Siemens, par exemple, qui est présent sur toute la chaîne, à la fois dans l'industrie très lourde jusqu'à l'industrie techno, présent sur toute la chaîne, qui sort des bonnes nouvelles et qui permet à l'industrie, entre autres. Et donc derrière, on a vu arriver, parce que dans l'industrie, dans le secteur industrie, il y a à la fois des dossiers très techniques comme Adyen, par exemple, dans les moyens de paiement. Donc là, valeur de croissance, techno, ça redémarre pas. Des Dassault Systèmes, techno, valeur de croissance, cher, ça redémarre pas. Par contre, ce qu'on voit arriver, c'est des dossiers pur cyclique industriel. Oui, l'industrie lourde, quoi. Du chariot élévateur. Mais oui. Voilà, c'est le réel, les tangible. Et c'est complètement contre-intuitif parce qu'on a encore en toile de fond l'inflation, on a encore la récession. Donc, intuitivement, c'est pas là où on a tendance à aller mettre ses billes. Et pour autant, ces boîtes-là sont en train de nous dire non, mais ça va bien. D'abord, on a des carnets de commandes qui ne désemplissent pas. On continue à avoir des carnets de commandes relativement forts. Il y aura le sujet de délivrer. Effectivement, là, elles peuvent encore avoir, ça et là, des soucis sur des pincements sur la chaîne logistique. Les semi-conducteurs arrivent, ça c'est la bonne nouvelle. Mais derrière, on a un problème, par exemple, pour les voitures, pour livrer la voiture faite jusque chez le garagiste. Il manque des conducteurs poids lourds. Donc, tout n'est pas rose, mais de voir ce secteur ultra cyclique, qui était le premier à être entré dans la crise, être le premier à en sortir, ça, c'est un indicateur qui nous avait fait dire attention, quelque chose est en train de se passer. C'est un peu plus profond que ça. C'est un vrai message fort que le marché envoie. Alors, le marché peut toujours se tromper à un moment, effectivement, mais quand il y a un signal fort, puissant, régulier, étayé sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, c'est quand même un message qu'il faut prendre en compte à un moment. Il faut l'écouter. Il faut écouter ce qui se passe. Et donc là, c'est juste plus possible de passer à côté de ça. Donc, il faut faire attention. Il y aura des faux départs. Il y a des sociétés sur lesquelles, sur un trimestre, elles peuvent, entre guillemets, faire illusion et le trimestre d'après, on se fera rattraper par la réalité. Mais voilà, au milieu de tout ça, il y a quand même des signaux qui sont persistants, encore une fois, sur un secteur cyclique qui est un gros secteur et qui vient compléter le trio que constitue globalement le luxe, enfin, le produit de consommation, le luxe, et banque et assurance. Et banque et assurance, pareil, compliqué, parce que honnêtement, on a quand même été douché plusieurs fois sur ces dernières années. Ça laisse des mauvais souvenirs à tout le monde. Mais là encore, quand on fait banque et assurance, on doit être à 18 ou 19% des indices. Et c'est des dossiers qui commencent l'année, pour les banques par exemple, avec des intérêts positifs. Rappelons-nous que jusqu'à présent, la trésorerie était déposée à la BCE et ça coûtait de l'argent. Là, la trésorerie rapporte de l'argent. Et donc ça, c'est énorme pour les banques. Et on a des taux qui vont continuer à monter. On est dans un moment où, certes, on nous parle de récession, mais petite récession technique, enfin bref, c'est pas complètement clair. Donc il y a un petit message de prudence quand même, mais après on regarde, on a un taux de chômage qui est au plus bas et on a des défaillances qui certes remontent, mais sur des points extrêmement bas. Donc globalement, tout ça avec une croissance qui est quand même pas mauvaise dans l'ensemble, il n'y a pas de raison. Ça peut continuer. Et quand on va regarder au niveau des valorisations, on est sur des valorisations moyennes. Et donc, pour répondre à la question de Jean-François de tout à l'heure, est-ce qu'il y a de la dispersion ? Là, quand on prend la photo, globalement, tout le monde à peu près sur ces entre 10 et 15%. Ce qui s'est passé, c'est que les premières qui sont sorties, c'est les banques espagnoles, c'est les banques irlandaises, les italiennes également. Et là, elles ont calé un peu parce qu'elles avaient fait une grosse performance sur 3 mois et on a vu arriver plutôt les banques cœur de l'Europe, les BNP, les Sociétés Générales, les Crédits Agricoles, mais globalement on voit que là pour le coup c'est un secteur qui est très bien orienté et sur lequel il y a très très peu de noms qui sont restés à la ramasse. Mais je trouve que l'exemple du secteur bancaire est très parlant aussi et en dit beaucoup sur la psychologie des opérateurs de marché parce que oui, les dernières crises qu'on a traversées, qu'on a pu traverser depuis 20 ans, sont des crises profondes, majeures. 2008, la grande crise financière, l'Allemagne c'est moins 12 points de PIB avec la crise financière en plus qui met au tapis
secteur bancaire. Crise souveraine en zone euro, là aussi, on n'est pas loin de la crise systémique, fatale potentiellement à un moment pour une zone économique et monétaire comme la zone euro. Et donc, on a du mal à imaginer qu'une récession puisse être finalement un passage, une étape dans le cycle et quelque chose d'assez normal et de gérable. Et c'est pour ça que sur le secteur bancaire, est-ce qu'on n'est pas en train de regarder ce secteur avec les yeux d'avant, sans avoir pris en compte tout ce qui s'est passé et la différence qu'il y a dans l'environnement économique? Oui, c'est probable. On reste avec cette myopie. En fait, on regarde ce qui s'est vraiment passé derrière nous. De la même manière que je l'explique. Crédit Suisse, ça y est, c'est Lehman, c'est... Je le disais déjà en novembre, quand on voyait les marchés repartir. C'est pas forcément du côté de la techno qu'il faut pas... Voilà, rappelons-nous par exemple la crise de 2003, des années 2000. Ouais. Le secteur techno a mis longtemps à s'en remettre. Et en fait, c'était lui qui avait été le plus abîmé, ce qui était logique parce qu'on avait des niveaux de valorisation ex post. Oui. Qui était énorme, bien bodybuildé, et en fait on est reparti avec des dossiers plutôt utilities, autoroutes et autres, donc avec un tout autre, c'est probablement ce qui est en train de se passer. Et quand on va regarder là dans la techno en fait ceux qui s'en sortent, c'est, alors il faut vraiment zoomer, c'est les semi-conducteurs et en fait les semi-conducteurs plutôt automobiles. La hard tech. Voilà. Donc, et ça marche bien. Donc, on a eu les résultats d'ASML qui ont rassuré tout le monde. Donc, je pense que ASML va continuer à faire son bonhomme de chemin. Et quand on va après regarder, le semi-conducteur du iPhone, celui-là, il cale. Par contre, le semi-conducteur à destination de l'industrie et de l'industrie automobile, ça, c'est les dossiers qui sont en train de repartir. D'où le positionnement stratégique éclairé d'un ST Micro par rapport à Intel, qui est beaucoup plus dans la commodité, on va dire, en matière de semi-conducteurs. ST a fait le choix, mais c'est des choix qui remontent à des années en arrière, d'être positionné sur des segments industriels, sur les segments automobiles, sur l'électrification, effectivement, de tous ces secteurs et de toutes ces industries. Oui, puis on a eu... Et ça paye, c'est plus 30%. Le premier qui a annoncé que la donne était en train de changer, c'est Infineon. Rappelons-nous, Infineon qui, ça devait être en novembre, annonce au marché, messieurs, dames, mes marges qui étaient historiquement à 19% vont passer à 25%. Derrière, elle fait un gap énorme, et voilà. Et je pense que derrière, il faut aller regarder. On est plus de ce côté-là. On est vraiment un fabricant de composants à haute valeur ajoutée, et ça se retrouve dans la marge. Et dans les autres clusters qu'on voit sur la techno, en fait, on s'aperçoit, alors c'est des boîtes qui peuvent être à la fois dans la distribution, à la fois dans la techno, c'est tout ce qui est le commerce en ligne. Donc les Delivery Hero, les Just Eat Takeaway, toutes ces sociétés-là. On a les Pinduoduo en Chine, Mercado Libre, toutes ces boîtes-là qui font, alors pas Amazon, mais qui sont dans cette logique de faire du commerce en ligne. Ça, pareil, ça a été extrêmement abîmé. C'est du moins 60, moins 80% du point haut au point bas. Il y a eu un retour post-Covid très dur. C'est en train de repartir. Ouais. Donc voilà, dans la techno, il y a ça. Pour le reste, c'est compliqué. Nous, dans notre système de notation, quand on va regarder du côté des GAFAM, on reste sur soit de la baisse, soit de la controverse. Mais je veux dire... Pour l'instant, le message est signal de leadership. Non, c'est pas cela. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Nasdaq est en retrait et en retard sur le S&P 500. Et que quand on regarde le S&P 500, si on regarde le S&P 100, donc qui a ces 5 grosses, il fait moins bien que le S&P 400. Et donc globalement, aux États-Unis, on va plutôt chercher les noms qui marchent en ce moment aux États-Unis. C'est de la vieille économie. J'en ai noté quelques-unes, mais bon, on retourne quelques années en arrière. General Electric. Oh là là. Dans la techno, Oracle. Chevron, Texaco, Visa, Exxon, voilà ce qui marche. Et donc globalement, la techno, c'est le maillon faible aux États-Unis. Et les États-Unis, pour un Européen, c'est encore plus un maillon faible parce qu'il y a le change. Ah oui. Et là aussi, Et là, renversé par rapport à 2022. Complètement. Pour un investisseur européen, dès qu'il veut sortir de la zone euro, il faut qu'il choisisse des valeurs qui marchent vraiment bien parce qu'il a le change contre lui. Ouais. Et quand on regarde historiquement, par exemple, sur l'euro-dollar, il faut faire attention parce que les amplitudes max, c'est quand même plus 20, moins 20. On est probablement parti pour une année où on va être négatif sur le change. Donc en fait, quand on va chercher les dossiers aux États-Unis, il ne faut pas seulement qui monte, mais aussi il faut qu'il monte et qu'il compense, le change. Il faut qu'il batte l'effet de change. Ce qui peut expliquer que du coup, effet inverse, les Américains débarquent en Europe parce que les indices, pour le coup, sont mieux foutus. On a un mois d'avance sur le S&P 500, par exemple, en termes de performance. Et les Américains viendraient ici investir sur un indice qui est fort
et avec le change pour eux cette fois-ci. Jean-François, effectivement, là, pour un investisseur américain, de voir que la valorisation en Europe est toujours plus attractive, que les perspectives de croissance et d'inflation ne sont pas aussi désespérées que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques mois, et de voir que l'euro a sans doute marqué son point bas au cours de l'automne à moins de la parité, on est tombé à 0,95 sur l'euro-dollar. Est-ce que ça doit donner envie à un investisseur américain de se déployer en dehors des États-Unis ? Oui, je pense. Alors déjà, les Américains investissent énormément aux États-Unis. Oui, c'est normal. L'Europe est oui, un peu un patchwork diversification. Mais en tout cas, les mains fortes se rendent compte que par rapport à 2022, qui a été tellement catastrophique pour l'Europe étant le maillon faible, notamment avec l'Ukraine et la guerre énergétique, se rendent compte que finalement, ça va pas si mal que ça et ça se calme. En tout cas, voilà, sur le front énergétique, on a vu qu'il y avait des plans d'investissement énormes et qu'on préparait l'hiver prochain. Donc quelque part, l'investisseur américain ou international se dit je peux revenir aussi parce que j'ai des taux d'intérêt ou des taux directeurs qui sont supérieurs. Donc quand je fais de l'allocation d'actifs, un 2,5 sur la BCE, sur du refit taux directeur, c'est mieux que 0 ou négatif. Et puis j'ai, vous l'avez dit, des valorisations, des opportunités sur des champions du luxe, de la banque. Donc je peux refaire mon marché suite au massacre qu'on a connu sur 2022, et c'est ce qui fait qu'on a ce retour. L'autre élément qui rassure, c'est le plafond de la dette. Aux États-Unis, il y a un discours sur le plafond de la dette. Les Américains ont compris que pour l'Europe, c'était plus trop un problème. Il y a eu ce transfert de la dette à un moment donné des agents économiques. Donc les banques vont bien, les ménages vont bien, les entreprises vont bien, et c'est les États qui portent cette dette. Et quelque part, on sait que maintenant, il y a une mutualisation quelque part, et qu'il y a des outils, et que la BCE a des outils. Donc ça, c'est un risque permanent pour l'Europe, effectivement. Et c'est un risque dont on a beaucoup parlé à l'été 2022, le risque souverain, d'écartement des spreads, etc. Dans le débat, c'est un sujet qui n'existe plus aujourd'hui, en tout cas. Exactement. Ça peut peut-être ressortir, mais en tout cas. Bah oui, non, mais j'ai pas. Oui, mais les spreads se resserrent en même temps, donc du coup, c'est un risque qui s'éloigne. Et ça aussi, dans l'imaginaire collectif de la génération contemporaine des investisseurs qui ont connu les 10 dernières années, imaginez que les marchés européens, les marchés asiatiques peuvent être des marchés leaders face aux marchés américains. C'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir. Oui, parce que en fait, c'est arrivé entre 2003 et 2007 où l'Eurostoxx 50 a battu, change compris, le S&P 500. Par contre, effectivement, quand le S&P 500 a repris, voilà, au deuxième tour, revanche du S&P 500, donc c'était la période plutôt après l'écroulement 2008-2009. Là, pour le coup, on a été battu à plat de couture avec l'écart est énorme. Donc on reste dans cette image-là. Mais pour autant, c'est possible, c'est envisageable. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On a quand même des marchés qui sont importants en volume, en capitalisation, qui sont capables d'accueillir des flux avec des méga caps. Donc il peut y avoir de la place de ce point de vue. Pour autant, ce marché qui monte fort et tout, il y a des interrogations qui viennent souvent de gens qui n'ont pas participé, donc qui se posent des questions en disant c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que la toile de fond n'est pas forcément géniale, donc on a du mal à tout raccorder, mais en même temps, voilà, c'est la perf de l'an dernier, quoi. Les mauvaises nouvelles, c'est dans la perf de l'an dernier. Donc là, ça va un peu mieux. Ça reste un marché qui est compliqué parce que quand on regarde au niveau européen, il n'y a que 34% des valeurs qui sont en hausse. Donc le reste, c'est soit en train de faire un peu de pause, soit c'est encore baissé. C'est pas encore une participation. Donc il n'y a pas encore une participation énorme. Et il y a des dossiers qui montent, mais qui n'arrivent pas à accrocher les 10%. Et donc quand on va regarder ceux qui tirent vraiment, c'est-à-dire qui sont au-delà globalement des 10%, on est sûrement sur 15%. Donc là, voilà, on voit bien qu'il y a une participation qui est encore assez faible et que ça appelle probablement à encore un peu de rotation. Bon. On voit que ça s'épuise un peu. Enfin, je veux dire, après le rallye de 2-3 semaines qu'on a connu, oui, il y a un peu d'épuisement, un peu d'essoufflement peut-être dans le pipe. Il y a aussi des signaux faibles sur les autres classes d'actifs qu'on a pu évoquer. Cette reprise des actifs risqués commence un petit peu à toucher des classes d'actifs type small mid cap, Chine, émergents. Des investisseurs qui, reprenant du risque, se réintéressent en fait à ces marchés qui avaient été massacrés et abandonnés en 2022. Je rappelle, en octobre, la Chine, c'était ininvestissable, uninvestable, comme disent les anglo-saxons,
depuis le mois d'octobre, le MSCI China a repris 50%. Voilà. Et donc ça fait changer aussi un peu il y a un mood aussi sur les small mid cap, parce que c'est un thème qu'on évoque. Ouais, sur les small et mid cap. Là, il y a des signaux qui évoluent. Alors, quand on regarde les indices en absolu, ils ont un parcours qui est à peu près similaire à celui du CAC 40, c'est-à-dire qu'ils ont transpercé la 200, ils sont en train de s'installer sur de la hausse. Donc, de ce point de vue-là, ça va bien. Par contre, quand on regarde en relatif et qu'on compare la mid et la small à la big, la big est devant. Donc, pour autant, quand on regarde après sur des temps plus longs, logiquement, mais je disais ça aussi en 2021, les indices mid et small, normalement, doivent faire mieux dans des années de reprise qu'un indice big, parce que d'abord, il y a plus de perspectives de croissance et il y a des niveaux de valorisation qui sont moins chers. Donc, sur les fondamentaux, il y a de la place pour qu'on puisse le rattraper, mais ça veut dire qu'il faut passer par un retour de l'appétit sur le risque. Ouais. Et là, on le voit bien avec seulement 15% de leaders en relatif. Voilà, ça reste des noms très ciblés. C'est un appétit qui reste limité pour l'instant. Voilà, donc et l'ambiance moyenne qui est de dire c'est marché, c'est trop vite, tout ça, c'est pas à ce moment-là qu'on va chercher des mid et des small. Pour autant, je pense que c'est une classe d'actifs qui a été complètement désertée depuis 2019. 2019, ça a été un bain de sang en termes de décollecte. 2020, 21 et 22, collecte flat, rien, légère décollecte. Donc, il y a de la place de ce point de vue-là. Je pense qu'elle est absente de pas mal d'allocations. Et d'un point de vue tactique, je pense que c'est assez logique de commencer à remettre des billes, parce que quand ça va partir, encore une fois, ça va être le même truc. C'est parti trop vite, qu'est-ce que je fais ? Oui, il faut commencer à être un peu contrariant et commencer à investir un peu sur le segment. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ce tableau de bord des marchés, toujours très précieux, chaque dernier vendredi du mois en plateau. Le directeur général de Ports en Par Gestion, Bertrand Lamiel, et le directeur général de Cantalis, Jean-François Bay. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct.